Vous avez la parole. Oui. Mesdames et messieurs, voilà notre rôle d'opposition à laquelle un avocat n'a absolument pas l'habitude, surtout en face à la connaissance d'un tel sujet. Faut-il cirer le parquet? Je revenais, lorsque j'ai pris connaissance de ce sujet, du commissariat central, d'une garde à vue. Je le regarde, et puis, à peine en avais-je pris connaissance que la permanence m'appelait de nouveau. Je devais repartir au commissariat gendarmerie de Muret pour défendre Monsieur X, poursuivi pour vol à l'étalage dans un magasin de bricolage, et ce, pour une audition à 10 heures. Et donc un premier entretien. Je faisais alors immédiatement demi-tour, et je reprenais la route à destination d'une nouvelle mission, d'une nouvelle intervention et probablement d'une nouvelle défense à réaliser et d'une nouvelle réquisition à contrecarrer. Et bon, cette intervention ne m'était pas due. En effet, je n'étais pas amené à défendre et représenter M. X ce jour-là ou un autre jour, avant 10 heures, de même que M. X n'était pas amené à me connaître avant cette interconnexion établie par un substitut du procureur qui estimait disposer de suffisamment d'indices graves et concordants pour le mettre en garde à vue. Ainsi, d'une certaine manière, le parquet m'a donné la possibilité de défendre M. X, comme il m'a par le passé et m'aura à l'avenir offert à de multiples reprises l'opportunité de défendre différents hommes et femmes que rien ni personne d'autre ne devait provoquer notre rencontre fortuite. Alors, cette mise en relation avec de nouveaux justiciables et son souci, soi-disant, d'assurer l'ordre public, mais pour moi, me semble-t-il, surtout de poursuivre et de condamner, et pour moi, l'opportunité de défendre justifie-t-il de devoir cirer le parquet. Et là, une première image me vient à l'esprit. J'ai même envie de dire une première toile. Les raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte. 3 hommes enfermés dans une pièce, tendus vers l'ouvrage, genoux sur le sol, et tendus vers les lames de parquet qu'ils rabotent en dessinant de fines lignes rectilignes sur un sol parfaitement plat. De ce tableau, l'effort des hommes est marquant. Et afin d'accentuer cette beauté, le peintre a bien pris le soin de ne pas oublier ces petits copeaux de bois, et même la magnificence et la beauté du bois est encore plus mise en valeur par cette supériorité de ces petits copeaux. Mais là, déjà un premier constat. Le parquet ne se cire pas, il se rabote. Et deuxième constat, pour raboter le parquet, il faudrait un sol parfaitement plat, du moins de niveau. Et je vois déjà une différence entre le parquet de mes raboteurs et notre parquet, qui n'est pas au même niveau que nous, en tout cas qui n'entend pas se mettre au niveau de nos clients et de notre défense, puisqu'il n'en entend de l'écouter que de nous. Et pour ce qui s'apparente à une erreur de menuiserie, si je devais suivre la technique de mes raboteurs, je serais forcément confronté à un mur, notre parquet n'entendant écouter ma plaidoirie, ma défense que de haut. En présence donc de cet auteur, est-il vraiment utile de cirer le parquet? Alors j'ai réfléchi un instant, si je devais suivre cette défense, qu'est-ce que j'ai à gagner d'aller voir monsieur le procureur et lui dire: ah, monsieur le procureur ou madame le procureur, vous êtes bien habillé, comme vous avez parfaitement bien diligenté cette enquête, vous n'allez pas requérir de peine à l'égard de mon client, vous allez requérir une peine équilibrée. Et là je revois, j'entends sa réponse pleine de condescendance: mais oui maître, bien sûr, comme d'habitude. Et oui, parce que notre parquet n'a pas vocation à appuyer nos pas, mais plutôt à nous mettre des bâtons dans les roues pour faire tomber notre défense et ainsi parachever ses poursuites par une belle condamnation conforme à ses, pour obtenir une belle condamnation conforme à ses réquisitions. Le cirer serait donc faire partir le terrain de la défense sur un terrain bien glissant. Le parquetier pourrait s'amuser au mieux de notre excessive politesse et au pire y voir une technique malicieuse. Dans tous les cas, cette stratégie ne pourra qu'affaiblir le respect qu'il pourrait avoir à notre égard, déjà qu'il a tendance à nous regarder de haut. Il ne faut donc pas se tromper, même s'il est incontournable pour lancer les procédures,
le parquet est principalement, pour ne pas dire exclusivement, notre adversaire. Quand nous profitons des décisions du parquet, c'est bien malgré lui, pour une enquête bâclée, pour une erreur de procédure. Et voilà que le parquet nous donne l'occasion de renforcer notre défense. Quand il nous appelle pour défendre un prévenu en garde à vue, c'est parce que la loi l'impose et il a su profiter de la moindre incertitude législative pour tenter de réduire notre accès au dossier et de réduire les droits de défense à une portion congrue. Et quand nous obtenons une relaxe, ou plutôt nos clients obtiennent une relaxe, eh bien, mauvais joueur n'hésitera pas à faire appel. Comptons donc sur lui pour nous faire marcher sur un terrain miné, devrais-je dire un parquet miné. Nous ne sommes donc pas là pour faire briller le parquet, mais ni pour le rendre plus glauque, plus éclatant. Peu importe son état, même si le parquet peut se noircir comme il a pu l'être lorsque la peine de mort était une peine, nous ne sommes pas là pour l'embellir. Et quand, pour tenter de calmer la torpeur populaire d'un meurtre atroce, le parquet pouvait et n'hésitait pas à requérir le couperet de la guillotine, était-il notre rôle de faire allégeance ou de cirer le parquet? Car même si le prévenu, probablement le condamné, avait commis un crime horrible, même s'il avait reconnu les faits, il fallait sortir le jury populaire du monde bipolaire que tentait de leur décrire le parquet. Car s'il y a du bien, derrière l'incarnation du mal dessiné par le parquet, il rappelait aux hommes et aux femmes qu'il n'y avait pas le diable en face d'eux, mais un homme et seulement un homme. Avec des antécédents, mais aussi et surtout une vie, et des circonstances, mais aussi des troubles qui auraient mérité d'être soignés plus tôt, un père absent, une mère dépassée, une immense solitude, un pétage de plomb, et une profonde perte de repères et d'équilibre qui l'a fait chuter dans les abîmes d'un crime odieux. Derrière le monde en noir et blanc, donc, que tente d'imposer certains parquets, il y a la subtilité d'une vie, des zones d'ombre, des doutes, un doute qui, en leur présence, ne doit justifier qu'une seule peine, la relaxe, la liberté, une innocence, l'innocence. Et puis planer, comme plane toujours, une ombre encore plus prégnante lorsque le jury populaire avait entre les mains le filet de la guillotine, l'erreur judiciaire. Et lorsque la peine de mort était encore présente, il rappelait que si l'enquête était bâclée, si les enquêteurs n'avaient suivi qu'une apparence, qu'une piste, que le parquet lui tentait de faire croire comme étant la justice, la vérité, et bien que la sanction serait alors irréparable, irrémédiable, irréversible, la tête coupée en deux, la tête coupée, le corps en deux, l'ancien condamné ne reviendrait jamais. Rappelez donc au parquet l'humanité, la complexité des relations humaines, de l'être humain et de sa richesse malgré la pauvreté de son acte, et surtout rappeler que tout homme a une capacité incroyable, même lorsque c'est un multirécidiviste, tout homme change. Et quand le parquet requiert 6 mois d'emprisonnement ferme à l'encontre d'un jeune homme de 19 ans pour vol en récidive d'un portable, j'estime qu'il est dans mon rôle de ne pas caresser le parquet dans le sens du poil, mais plutôt de rappeler au tribunal que derrière cet homme, ce jeune homme, malgré son passé, il a cette capacité de sortir du cercle vicieux de la délinquance si on lui donne la possibilité d'apprendre devant un tableau vert de l'apprentissage plutôt que de l'enfermer entre 4 murs. Et puis je n'hésiterai pas à casser le parquet. Lorsqu'il n'a pas hésité à poursuivre M. X pour vol de parquet flottant, mais pas massif, à l'appui de rien, d'aucun indice, à l'appui de témoignages confus ou contradictoires. Au mieux, l'innocence, au pire, le doute que rien ne justifie qu'il soit condamné. Et la victoire, il est relaxé. Et pour atteindre donc ces beaux résultats, je me dois de contrecarrer le parquet. Agir dans l'intérêt de mon client, agir aussi dans l'intérêt de la défense, c'est de ne pas craindre d'éclater le parquet pour le relaxer et pour que jaillisse œuvre de justice et non pas seulement une sanction. Et les victoires que nous gagnons en cassant le parquet, du moins en le tordant, comme on doit tordre le cou aux idées reçues, laissent néanmoins un goût amer. Car il y a nos clients, des justiciables, qui ont subi les saillies des parquetiers, qui ont même parfois subi des peines injustes. Et si le risque de voir un innocent coupé en deux physiquement n'existe plus aujourd'hui, voir un innocent sortir libre après avoir exécuté une peine sans fondement, ne serait-ce 1 an, 5 ans, quoi qu'il en soit, une éternité, sortira de toute façon coupé en deux, moralement, cassé par les années d'enfermement injuste. Ainsi,
Si le relax sont pour le parquet ces petits déchets, suite à des poursuites insuffisamment travaillées, elles sont pour la justice ces magnifiques copeaux que Gustave Caillebotte a su parfaitement mis en valeur à travers la lumière de sa toile, ces petits morceaux de bois qui donnent toute sa beauté au bois. Et pour cela, je le dis et je l'affirme, ce n'est pas un cirage de parquet qu'il faut, mais un bon rabotage de parquet. Mesdames et messieurs,